Donc, comme historien, moi, je suis frappé par la sévérité des jugements de nos contemporains sur des actions qui ont eu lieu il y a un siècle, par exemple concernant les rapports hommes-femmes ou la colonisation, ce qui me pousse à me poser la question, quels seront les jugements portés par les gens au début du XXIe siècle sur la manière dont l'action collective s'est déroulée au début du XXIe siècle. Et donc cette phrase me semble importante et je me demande si justement les historiens du XXIe siècle ne diront pas qu'elle était un diagnostic lucide. Et tout le problème est de savoir si elle a été prise en compte ou si elle n'a pas été prise en compte. Et là, nous sommes des acteurs quant à avoir une réception de cette phrase et une action conséquente à partir de là. Alors, effectivement, chez Rocard, il y a à la fois l'idée qu'il faut réguler le capitalisme. Bon, je n'insiste pas parce que d'autres vont le faire à propos d'autres citations. Mais aussi cette préoccupation de l'environnement qui a été la sienne très tôt, avec ce qu'il a appelé lui-même après la seconde gauche, bon, qui était contre le quantitatif et plutôt pour le qualitatif, la qualité de vie et donc l'environnement faisant partie de cette qualité de vie. Son action quand il a été au gouvernement avec la conférence internationale sur le climat déjà, et puis son action également à la fin de sa vie quand il était ambassadeur pour les pôles arctiques et antarctiques. Et moi, je me souviens que la dernière fois où je l'ai rencontré, nous avons discuté précisément de cette fonction qui souvent est traitée de manière ironique en France et qui en fait le passionnait. Alors, à partir de là, effectivement, les batailles identitaires risquent de paraître tout à fait dérisoires dans un siècle, mais cela ne veut pas dire évidemment qu'elles n'existent pas, et cela ne veut pas dire non plus que Michel Rocard renvoyait dos à dos les protagonistes de ces batailles identitaires. La citation est tiré de son dernier livre, Suicide de l'Occident, Suicide de l'humanité, point d'interrogation évidemment, et dans un autre passage de ce livre, Rocard parle de la frustration identitaire réelle ou ressentie, des minorités menacées d'une part et des majorités intransigeantes d'autre part. Bon. Et je pense que effectivement là on voit bien qu'il renvoie pas les deux dos à dos et qu'il est plutôt du côté des minorités menacées que des majorités intransigeantes. Bon. Mais l'important pour lui, c'est de montrer que ces batailles identitaires d'abord sont ambiguës, parce qu'il le dit aussi ailleurs, on affirme son identité en s'opposant, et que l'important, le plus essentiel pour lui sont les combats communs. Les combats communs sont justement ceux qui relèvent de la cohésion sociale, et ces combats communs, eh bien, c'est contre effectivement les bouleversements climatiques, contre la dégradation de la biodiversité, l'élévation du niveau des eaux, la déforestation, etc., etc. Et donc là, dans cette citation, il montre bien qu'il faut avoir encore plus conscience, disons, qu'on l'a aujourd'hui, de l'interdépendance entre les peuples, entre les continents, et la valorisation des biens publics qui doit être parmi les combats aujourd'hui, à la fois pour l'écologie et contre un capitalisme dérégulé. Et je terminerai ce premier commentaire en disant en rappelant le slogan d'une ONG, puisque Rocard a accordé beaucoup d'importance également aux ONG, ATTAC, qui dit réchauffer la justice sociale et refroidir la planète. Il me semble que ça peut être un bon résumé aussi de sa pensée sur ce point. Alors, cette phrase, elle peut être comprise de deux manières. Elle peut être comprise comme un constat et comme un avertissement. Et les deux manières, à mon sens, sont liées d'ailleurs entre elles. Bon.
le constat est bien documenté et Michel Rocard, là, évidemment, s'appuie sur tout un ensemble de travaux d'historiens et d'autres spécialistes en sciences humaines sur le fait que l'identité française, ce qu'il appelle la grandeur de la France, s'est enrichie au cours des siècles de multiples apports extérieurs. Et on peut dire d'ailleurs que il y a ce que les historiens appellent les transferts culturels, où à la fois la France reçoit, importe des idées, des novations, des créations, et puis exporte également et rayonne dans le monde. Et donc il y a cette idée que la France, évidemment, n'est pas un isolat, mais qu'elle est dans ce mouvement où les idées, les valeurs, les novations circulent. Bon. L'avertissement, c'est le fait que trop souvent, la mémoire collective, ce qu'on appelle le récit national, ne tiennent pas compte, ou pas suffisamment compte en tout cas, de ces apports extérieurs, et que la France s'appauvrit, disons, dans un récit trop unilatéral, trop refermé sur lui-même. Prenons très rapidement quelques exemples. On a tendance à faire un récit des Lumières qui est assez franco-français. Or, bon, évidemment, les historiens remontent toujours plus loin, c'est toujours possible de remonter plus loin, mais disons que les Lumières se sont quand même façonnées essentiellement dans la Hollande des années 1680. Et là, vous trouvez à la fois des réfugiés français, notamment Pierre Bayle, qui, à mon avis, est trop marginalisé dans la pensée française et dans le récit français. Rappelons qu'il a accordé de la validité à l'athéisme, alors que Voltaire n'avait pas cette ouverture-là, alors qu'il était bien avant Voltaire, bien sûr. Et il y a aussi des réfugiés anglais, comme John Locke. Là aussi, Voltaire va s'inspirer pas mal de la pensée de John Locke. Et là, il y a un bouillonnement qui va être très créatif par rapport aux Lumières françaises. Et on a trop tendance à faire une sorte de continuum entre le grand siècle de Louis XIV et puis après les Lumières, sans insister sur cet apport international où très souvent, par exemple, l'encyclopédie paraphrase des écrits de l'Europe du Nord qui montrent l'innovation de l'Europe du Nord au niveau du droit, au niveau des sciences, de la philosophie. Deuxième exemple rapide, à la Révolution française, quelqu'un comme Thomas Paine, qui est un Anglais à qui on donne la nationalité française en 1792 parce que il est dans les idées de citoyenneté, de droits de l'homme de la Révolution française, et donc une conception de la nationalité très ouverte où c'est pas le droit du sang, même pas le droit du sol, mais c'est la connivence de citoyenneté, je dirais, qui fait qu'on peut se réclamer de la France. Bon. Mais en même temps, Thomas Paine, il est emprisonné en 1794 comme girondin. Alors justement, comme, disons, favorable aux idées girondines. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien aussi le régionalisme de Michel Rocard. Et là, on voit bien que la Révolution française se rétrécit, n'est plus inclusive et exclut un peu les apports qui existent en son sein et a fortiori les apports extérieurs. Troisième et dernier exemple, évidemment qui me concerne directement, la fabrication de la loi de 1905. On a trop tendance à parler de la laïcité, et j'y reviendrai bien sûr, comme une exception française, alors que dans tous les débats qui précèdent la loi de 1905, les modèles étrangers sont mis en avant, et notamment par exemple le modèle mexicain, mais également le modèle états-unien que Jean Jaurès met en avant comme étant quelque chose, non pas à imiter servilement, mais dont on peut s'inspirer en tout cas pour certains points de la loi, et ça a été le cas pour l'article 4, qui a été un article essentiel de la loi. Bon.
Donc, il y a ce risque d'appauvrissement, de ce risque d'entre-soi, de rétrécissement qui est toujours présent, et c'est pour ça que cette phrase est un avertissement. Alors, pour en terminer, pour aujourd'hui, on peut dire que, paradoxalement, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, on accorde plus d'importance à la pensée des Antilles françaises qu'en France même. Et on aurait intérêt à accorder plus d'importance à la pensée d'un écrivain comme Édouard Glissant, qui insiste sur les identités rhizomes. L'identité rhizome, le rhizome, c'est une racine multiple qui va à la rencontre des autres racines, alors qu'une racine unique a tendance à faire le vide autour d'elle. Et l'identité rhizome, donc, c'est une identité où les racines des différentes personnes sont inextricablement mêlées et sont toujours du coup en mouvement, en métamorphose. Et là, je crois que justement les ultramarins auraient ont des apports qui pourraient être mieux pris en compte par la France métropolitaine. Mais pour terminer sur une note optimiste, je dirais que l'attribution en 2021 du prix Goncourt à Mohamed Sarr est très intéressante à ce niveau-là, parce que il est sénégalais, donc c'est une attention à la francophonie, et la francophonie peut être justement cet apport enrichissant pour la France. Il est jeune, 31 ans, et c'est aussi une ouverture. Et enfin, il a été publié par une petite maison d'édition, et ça rappelle l'importance du tissu, disons, de petites structures, pas forcément très visibles, mais qui enrichissent la France et qui sont importantes, auxquelles il faut accorder de l'importance. Alors, cette citation est un peu une déclaration très synthétique de son itinéraire, bon, pas à prendre forcément au pied de la lettre, mais quand même assez exact, avec une critique du milieu justement parisien, de l'élite parisienne, qui est souvent un milieu de l'entre-soi, un milieu un peu fermé et imperméable à ces apports extérieurs enrichissants dont on vient de parler. Mais si je dis que c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est parce que Michel Rocard, quand même très tôt, a accordé de l'importance aux identités plurielles, pourrait-on dire, et vers 35 ans, il a écrit Décoloniser la province, paru en 1966, et dans ces années 60, c'était très important d'appliquer le titre de décolonisation au fait que les régions en France même subissaient une sorte de colonialisme, bon, entre guillemets bien sûr, mais par le moyen des préfets, et ils trouvaient que le rôle de l'État via les préfets était souvent un rôle qui empêchait un certain nombre d'initiatives locales et régionales. Et donc c'est là où on retrouve d'ailleurs ce que j'ai dit à propos de la première citation sur le fait qu'il ne déprécie pas les conflits identitaires, même s'il ne leur accorde pas une importance primordiale. Il y a des minorités, et il y a des minorités qui sont dominées. Le fait d'être minoritaire, c'est pas seulement le fait d'être moins important quantitativement, mais c'est aussi le fait d'être dominé au niveau qualitatif. Et l'existence de minorités, qu'elles soient régionales, culturelles, linguistiques, même religieuses, on va revenir sur ce religieuse même de Rocard, est souvent niée. Moi, je me rappelle d'avoir participé à une conférence de l'UNESCO où le représentant de la France, dans un beau discours, disait « En France, il n'y a pas de minorité ». Et j'ai rougi en entendant un participant étranger de la conférence à côté de moi dire oui, en France il n'y a pas de minorité, comme en Iran il n'y a pas d'homosexuels. Autrement dit, il percevait cette affirmation du représentant de la France comme une dénégation d'une réalité et comme une délégation qui empêchait justement de faire face et d'affronter cette réalité. Alors, je voudrais, dans le cadre, puisqu'il s'agit de cohésion sociale, de laïcité, etc.,
insisté sur le fait que dans la description qu'il fait, identité régionale, culturelle, linguistique, religieuse même, il dit. Et le religieuse même, et le même est d'autant plus intéressant qu'à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, on dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Donc je ne sais pas si Rocard a été conscient de cette filiation, mais il y a un même appliqué à la religion, aussi bien à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme que dans cette citation. Et ce même indique justement la difficulté spécifique à la France d'intégrer l'idée qu'il y a une pluralité religieuse, qu'il y a des minorités religieuses et qu'il faut être attentif aux problèmes spécifiques de ces minorités religieuses. Et là, peut-être, on voit le Rocard protestant, donc un petit peu à la jonction du conflit des deux France. Bon. Et il y a le risque dans ce conflit entre la France, fille aînée de l'Église, et la France, fille de la Révolution, il y a le risque d'une catholaïcité qui serait obtenue par la réconciliation de ces deux Frances, mais je dirais sur le dos de minorités et de nouvelles minorités. Et je donnerai deux exemples. Évidemment, l'exemple auquel tout le monde pense, c'est l'exemple de l'islam. Et là, on peut dire que il peut avoir pour les musulmans un fait minoritaire au niveau culturel, linguistique et religieux. Donc, ce que maintenant on appelle l'intersectionnalité, qui essaye de brasser ensemble les différents aspects minoritaires et éventuellement les discriminations que ça peut entraîner. Donc là, il y a ce problème effectivement de musulmans qui peuvent être discriminés à plusieurs niveaux. Alors, Rocard était contre l'autoflagellation. Effectivement, il faut pas envisager le problème de manière moraliste. Et il faut dire que le fait que les pays d'origine au niveau souvent des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, Maroc, Tunisie, Algérie, considèrent toujours ces personnes comme étant également des ressentissants de leur pays, ne facilite pas la résolution du problème. Et il y a ce problème récurrent de construction d'un islam de France la fin d'un islam consulaire, on l'appelle. Et puis une autre minorité religieuse qui est moins connue et qui est traitée de manière parfois un peu abrupte par des gens qui ne connaissent guère la situation, c'est l'évangélisme protestant. C'est une identité là aussi multiple parce que c'est souvent des ultramarins, c'est souvent des Africains d'Afrique subsaharienne, voire des fois des Maghrébins, notamment des Kabyles, des Asiatiques aussi, des réfugiés chinois, etc., qui sont ils ont des problèmes de lieux de culte. Il y a un évangélisme des caves, comme il y a eu un islam des caves il y a quelques décennies, et donc effectivement, la France doit s'enrichir, pour reprendre la citation précédente, de ces diverses minorités et de ces diverses identités régionales, culturelles, linguistiques et même religieuses. Alors je terminerai en disant que chez Rocard, ça signifie pas qu'il n'y ait pas un rôle de l'État et du politique, et même à la fin de sa vie, il insistait sur ce rôle parce que il lui semblait qu'il y avait un délitement du politique et de l'État. Mais pour que l'État soit juste au niveau de la justesse, disons, de son action, il faut à la fois qu'il admet que en dessous de lui, mais il doit être inclusif à cet égard. Il y a des identités, justement, régionales, culturelles, linguistiques. Bon, j'ai pas eu le temps d'insister, mais en France, évidemment, c'est un problème épineux et religieux. Bon. Et au-dessus de lui, eh bien, il y a l'Europe, il y a la communauté internationale, et il doit aussi jouer le jeu, disons, de cette globalisation des solutions, étant donné qu'il y a une globalisation des problèmes aujourd'hui. Et donc, il faut trouver un moyen où l'État soit ouvert à la fois à ce qui est en dessous de lui et maintenant à la construction d'identités supra-étatiques au-dessus même de l'État. Alors, cette citation doit être vraiment prise dans son contexte. Elle date de 1989.
Et 1989, c'est une année de tournant de la laïcité en France, constituée par ce qu'on a appelé l'affaire de Creil. Rapidement, c'est une affaire locale, mais qui a eu très vite une dimension nationale, qui a surpris d'ailleurs tous les partis politiques, y compris le Parti socialiste et Michel Rocard lui-même. Sur 3 jeunes filles donc qui, refusant d'enlever leur foulard en salle de classe malgré la volonté du proviseur qu'elles le fassent, il y a eu diverses péripéties, disons, de cette affaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, il y avait, à la rentrée 1989, il y avait à peu près 400 jeunes filles qui portaient le foulard en France, et que d'habitude, les choses se réglaient dans la discrétion, dans la négociation, et les affaires ne remontaient pas comme ça sur le plan de toute une campagne médiatique qui s'est déchaînée à propos de cette affaire du foulard. Alors, c'est peut-être la citation la moins originale des 5 citations. Non pas qu'elle soit fausse. Bon, effectivement, l'école publique laïque n'est pas multiconfessionnelle, elle n'est pas un lieu de concurrence envers les religions, elle est un lieu où on doit se consacrer à l'acquisition du savoir. Bon, mais évidemment, les choses sont un peu plus complexes, ne serait-ce que l'acquisition du savoir. L'acquisition du savoir se fait par un pluralisme épistémologique. Bon, mais c'est vrai que le savoir n'est pas la croyance et qu'il est bon de le réaffirmer périodiquement. Ceci dit, moi j'aurais une interprétation de cette phrase en disant est-ce que Rocard finalement en réaffirmant le catéchisme républicain, ce qu'on peut appeler le catéchisme républicain, n'essaye pas de faire cette réaffirmation, voire de faire un peu de l'inflation idéologique pour faire passer la pilule d'un accommodement, puisque finalement le gouvernement a choisi une solution accommodante. Je dis ça parce que c'était la tactique de Jaurès au moment du vote de différents articles de la séparation des églises et de l'État en 1905, où il faisait des beaux discours, où il rappelait un peu ce qu'on peut appeler le catéchisme républicain, mais en vue de faire passer des solutions accommodantes et qui étaient refusées par un certain nombre de républicains plus rigides. On peut aussi avoir une interprétation plus favorable, disant que justement, comme il y a un accommodement qui se fait, Rocard marque les limites de cet accommodement et rappelle que cet accommodement ne peut pas et ne doit pas aller jusqu'à cautionner une école qui serait multiconfessionnelle et qui confondrait la croyance et le savoir. Mais ce que je lui reproche un petit peu, c'est de ne pas être dialectique, disons. Et par exemple, à cette même époque, il y a des recherches qui se font pour l'enseignement, l'approche laïque du fait religieux à l'école publique. Bon. Et ça, évidemment, c'est quelque chose également important et qui permet de faire que les religions n'est pas mise entre parenthèses. La religion est abordée de manière laïque, est abordée de manière historique, de manière sociale, de manière scientifique. Elle est abordée autrement que de façon convictionnelle. Bon, moi, je dirais quand même que rétrospectivement, évidemment, c'est toujours plus facile de refaire le film, mais le gouvernement n'a pas réussi à maîtriser cette affaire de Creil et que ça a pesé sur la suite de la laïcité en France. Bon. Alors, Rocard était pris en tenaille, évidemment, entre Mitterrand, qui demandait pas mieux qu'il soit poussé à la faute, puisque les relations entre Mitterrand et Rocard étaient compliquées, et puis Jospin, qui défendait son précaré. Jospin avait écrit à Rocard au début de 89 pour se plaindre que Rocard parlait des questions éducatives dans les médias et lui rappelant que c'était un peu son domaine réservé. Bon. Donc le gouvernement a laissé Jospin être au premier plan et à mon avis la gestion a été assez calamiteuse. Bon. Je me réfère à la déclaration que Lionel Jospin a faite le 25 octobre à l'Assemblée nationale, le 27 octobre 89. Bon, où il dit d'un côté que les enseignants, les directeurs d'école, etc.,
ne doivent pas accepter le port du foulard à l'école et doivent tout faire pour dissuader les élèves de le porter. Et puis, en même temps, il dit que s'il y a un refus des élèves et des parents d'accepter cette décision, il faut accueillir les enfants. Autrement dit, accueillir les enfants, ça veut dire il faut céder face à cette demande. Et donc là, on met les professeurs et les directeurs d'établissement devant une tâche impossible, où à la fois on leur demande de faire preuve d'autorité, et à la fois on leur dit qu'il faudra qu'ils... Et on dit publiquement, c'est-à-dire que les parents et les élèves, effectivement, entendent cette déclaration, puisqu'elle est faite à l'Assemblée nationale, et donc les parents et les élèves savent dès le départ qu'ils l'emporteront in fine dans les négociations. Et donc, effectivement, cette déclaration a suscité l'ire des professeurs et des directeurs d'école, et on peut le comprendre. Alors, il ne faudrait pas, d'ailleurs, confondre cette position et celle qu'a pris le Conseil d'État dans son avis juridique en novembre. Le Conseil d'État, lui, il dit d'une part que, en soi, les signes religieux ne sont pas incompatibles avec la laïcité, mais qui peuvent le devenir s'ils aboutissent à du prosélytisme, s'ils aboutissent à la contestation des programmes et d'un certain nombre de cours, s'ils aboutissent à des dysfonctionnements dans ce qu'on pourrait appeler l'ordre public scolaire. Bon. Et ça, c'est tout à fait, à mon avis, dans l'affiliation de l'article 1 de la loi de 1905, où la République garantit, et garantit ça veut dire un acte fort d'engagement, le libre exercice des cultes, et pas seulement du culte, mais des cultes. Les cultes, depuis la Révolution française, c'est une manière juridique de désigner la religion. Bon. Mais garantit ce libre exercice des cultes dans le respect d'un ordre public démocratique, dans le cadre de cet ordre public démocratique. Bon. Et donc l'avis du Conseil d'État, lui, il affirme qu'on n'a pas en soi à s'opposer au port de foulard, mais on a à faire preuve d'autorité si il y a des comportements, disons, qui portent atteinte à la laïcité et qui sont joints à ce port des foulards. Donc là, c'est une attitude bon, qui est peut-être parfois un peu compliquée, mais c'est du cas par cas, mais c'est une attitude où l'enseignant et le proviseur n'est pas mis dans une situation impossible, mais au contraire, qui peut être très pédagogique, puisque à la fois ça peut enseigner à l'élève que la laïcité est inclusive, qu'elle est libérale, qu'elle accepte justement les religions minoritaires et qu'elle est soucieuse de leur liberté de conscience, mais en même temps qu'il ne peut pas avoir des atteintes au bon fonctionnement de l'ensemble de la communauté éducative et que les élèves doivent eux-mêmes respecter dans leur comportement cette laïcité de l'école publique. Malheureusement, je trouve que l'avis juridique du Conseil d'État à l'époque n'a pas été accompagné justement par une explicitation politique, idéologique au bon sens du terme. Bon. Et à partir de là, les choses ont dérivé. Alors, il n'y a pas que le gouvernement de 1989 qui est responsable. François Bayrou, quand il était ministre de l'Instruction publique, a lui-même mis de l'huile sur les feux par une circulaire qui allait contre en fait l'avis du Conseil d'État. Il voulait se redonner une virginité puisqu'il avait voulu supprimer les limites de la loi Fallou et être favorable justement à cette catho-laïcité dont je parlais. Mais là, il y a eu une occasion ratée. Et cette occasion ratée, malheureusement, a entraîné des conséquences dans le moyen et le long terme au niveau de la crise de la laïcité en France. On passe à la dernière... Alors cette citation est peut-être plus rocardienne que la précédente. La précédente, comme je l'ai dit, dans le contexte de 1989, réaffirmait un petit peu le républicanisme, disons, de la laïcité française.
cette citation indique qu'il y a deux lectures possibles de la laïcité. Bon, alors je vais contester le terme de lecture possible. À mon avis, c'est plus des récits sociaux, mais bon, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit qu'il n'y a pas un seul récit, qu'il n'y a pas une orthodoxie laïque, mais qu'il y a deux manières possibles d'envisager la laïcité. Et cela, en soi-même, est intéressant et prend position, parce que les gens qui sont dans le premier récit, la recherche d'une véritable égalité parmi les hommes grâce à l'occultation de tout ce qui les différencie, ils n'admettent pas la légitimité du second récit. Et pour eux, il n'y a qu'un récit et un seul, une laïcité française unique et uniforme. Donc le fait même de dire qu'il y a un deuxième récit qui est également légitime signifie qu'on est intéressé par ce second récit et qu'on lui accorde de la validité, et donc qu'on est plutôt favorable à ce second récit. Et là encore, c'est sans doute justement une caractéristique du rocardisme et de la deuxième gauche face, disons, au républicanisme classique et au jacobinisme dont ce républicanisme est porteur. Bon. Mais là où effectivement je pense que cette citation a une limite, c'est le fait que pour moi, donc, c'est pas des lectures possibles, c'est des récits sociaux. Et ces récits sociaux, il faut les critiquer, et l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est des affirmations qui vont pas de soi. Quand on dit que on va obtenir une véritable égalité parmi les hommes, parmi les êtres humains d'ailleurs, il faudrait mieux dire, par l'occultation de tout ce qui les différencie, langue, couleur de peau et religion, et qu'on est rigoureusement égaux parce qu'on ignore vos différences, tout le monde sait bien que ça marche pas comme ça, et que les couleurs de peau, la religion, etc., sont des facteurs de discrimination de manière structurelle. Bon. Et il n'y a pas de collectivité humaine où ce qui différencie les êtres humains n'a pas des conséquences sociales et sociétales. Bon. Donc c'est en fait plus un masque qu'une véritable égalité. Bon. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette citation date de 2010, et entre 2010, il y a eu un fait majeur qui a montré que ça fonctionnait pas, cette recherche d'une égalité par en gommant les différences. On a parlé, au moment de l'affaire des foulards, etc., d'universalisme abstrait. Aujourd'hui, on parle d'universalisme républicain. Pourquoi ? Parce que l'universalisme abstrait a fait faillite. Et il a fait faillite sur la question des rapports hommes-femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu tout le combat des femmes pour obtenir des lois sur la parité qui sont des lois différentialistes. Moi, quand j'étais aux États-Unis, mes collègues américains s'amusaient un peu en disant que la France avait fait la loi la plus différentialiste qui soit au monde par la loi sur la parité. Bon. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi sur la parité ? D'abord, elle a été récusée justement par les partisans d'un républicanisme rigide, comme Elisabeth Badinter, comme Dominique Schnapper, etc., qui étaient contre et qui disaient que ça allait instaurer le pire communautarisme. Et en fait, ça a été une étape vers une égalité homme-femme qui n'est pas encore tout à fait réalisée, et ça n'a pas instauré le pire communautarisme. Bon. Mais en tout cas, ça indique que la voie vers l'égalité est une voie qui n'est pas en ligne droite, qui passe par des chemins un peu tortueux. Ce qu'on peut espérer, c'est que ces lois sur la parité, elles soient provisoires et qu'un jour, il n'y ait plus besoin de ces lois pour la parité. Mais il y en a besoin pour le moment. Et là, c'est, disons, l'aveuglement français face à Max Weber. Max Weber a bien montré qu'il y avait des paradoxes des conséquences, et qu'on n'atteignait jamais un but en ligne droite, et qu'il fallait toujours passer par des chemins de traverse pour atteindre son but. Donc il y a vraiment à interroger cette conception d'une laïcité qui serait égalitaire par le refus des différences et par le gommage des différences. La seconde laïcité qui est décrite
accès à la personne de l'autre, du différent, l'autre qui a vocation à être mieux écouté. C'est beau, mais des fois c'est peut-être un peu trop beau pour être tout à fait réaliste. Et on pourrait dire qu'il y a un certain idéalisme dans cette description. Et on pourrait la temporiser, disons, par beaucoup d'autres citations d'ailleurs de Michel Rocard, justement insistant sur la nécessité de la cohésion sociale, d'affronter en commun un certain nombre de défis. Bon. C'est-à-dire que écouter, être attentif aux différences, très bien, mais à condition que ces différences ne se fassent pas bloc, ne soient pas essentialisées, ne soient pas considérées comme justement donnant lieu à une bataille identitaire. Et là, on en revient à la première citation, à son refus de dire que les batailles identitaires étaient primordiales. Bon. Donc, il faut à la fois jouer sur la différence et la similitude, sur le fait que celui qui est différent, en même temps, est semblable à moi et qu'on a ces similitudes. Et justement, la recherche de l'égalité se fait aussi par le fait qu'il y a des similitudes. Et puis surtout, ce qui manque dans cette citation, dans cette description de la seconde manière de voir la laïcité, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que l'autre a vocation à être mieux écouté, mais il a vocation aussi à m'écouter. Et il doit également écouter, il doit avoir une réciprocité dans le dialogue, dans la confrontation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas dans le uniquement moi et toi. Il y a également le il qui est représenté par l'État et par d'autres organismes de régulation. Et il y a cette instance régulatrice là qui manque, du moins en tout cas dans cette citation-là, parce que évidemment on la retrouve souvent chez Rocard. Bon. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que pour, disons, rendre un peu plus complexe et un peu plus générale cette seconde manière d'appréhender la laïcité, c'est qu'elle est contre un État recteur, et effectivement l'État recteur a été porté par le républicanisme classique, mais elle est pour un État arbitre. Quand je dis justement que selon l'article 1, la République assure la liberté de conscience, la République garantit le libre exercice des cultes dans le respect d'un ordre public démocratique, article 1 de la loi de 1905, bon, ça veut dire que l'État est une instance arbitrale. Et qu'est-ce que fait un arbitre dans un match de football ? Eh bien, d'abord, il court sur le terrain, il est actif, autant que les joueurs, mais d'une autre manière que les joueurs. Bon. Et puis, il peut donner des cartons jaunes, il peut donner des cartons rouges, il peut faire siffler des corners ou des pénaltys. Donc, il a une autorité. Il tranche quand il y a des conflits. Et donc, il y a l'importance de l'État laïque, alors à condition que cet État, et on revient aux autres citations, soit attentif à ce qui se passe au sein, disons, de l'ensemble qui régule, et c'est là où il doit être inclusif par rapport aux identités culturelles, linguistiques, régionales, religieuses, etc. Et puis, il doit aussi être attentif à la construction d'entités supra-étatiques, internationales, les conventions internationales, à la fois l'ONU et puis les ONG qui justement font pression pour que l'ONU s'empare d'un certain nombre de sujets et essaye de dépasser, disons, l'égoïsme naturel des États. Et donc, et je terminerai par là, il y a une importance de l'État laïque qui doit assurer, garantir, je dirais, une égale liberté de conscience, mais pour garantir une égale liberté de conscience, il doit être actif et il doit avoir une autorité sur les diverses parties en présence. Et plus évidemment il sera perçu comme un arbitre impartial, plus il aura cette autorité et plus la laïcité pourra être apaisée et inclusive.